Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour vous parler d'une initiative en santé durable, l'initiative d'un collectif en fait, qui a pour objectif de venir travailler sur une des composantes de la réalité à tout le monde, qui est l'activité physique. Donc pour vous introduire un peu ce concept d'activité physique et le fait qu'on n'a pas forcément tous la même égalité des chances par rapport à cette composante-là, je voulais commencer par vous parler de mon histoire personnelle. Donc moi, j'avais la chance, comme beaucoup d'enfants, en fait, de participer à toutes les activités que je souhaitais faire. C'est-à-dire que si j'avais la volonté de m'engager dans du soccer, dans du basketball, peu importe, j'avais beaucoup de facilitateurs en fait, autour de moi qui me permettaient de m'y engager facilement. Mais j'ai eu aussi la chance, parallèlement, en fait, de grandir avec une sœur qui a un handicap. Et elle avait la même appétence que moi en fait, pour l'activité physique, mais elle n'avait pas des facilitateurs, elle avait beaucoup d'obstacles à la pratique. Donc en fait, j'avais une sensibilité assez profonde à cette problématique-là, du fait de se dire que tout le monde n'a pas la même chance, on n'est pas tous égalitaires en fait, par rapport à la pratique d'activité physique. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas un cas isolé, parce que dans le monde, il y a presque 2 milliards de personnes qui ne font pas d'activité. Et pour les personnes qui ont des incapacités, c'est d'autant plus prévalent, de par le fait qu'ils ont beaucoup plus de barrières. Alors les barrières, je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer, mais je vais pouvoir vous en expliquer quelques-unes. Donc on va avoir le transport, notamment, pour les personnes qui ont des incapacités, pouvoir se mouvoir, aller d'un endroit A à un endroit B, ça va être parfois compliqué, notamment pour les personnes qui vivent dans les zones rurales. Ça va être aussi compliqué d'avoir des activités qui sont adaptées à leurs capacités. Ça, je pense que c'est la plus grosse problématique, parce qu'au-delà d'avoir l'activité qui est adaptée, il faut aussi le matériel qui est adapté, souvent en activité physique. Et aussi, une problématique qui est souvent peu connue, c'est la connaissance de l'offre de services qui existe près de chez nous. Donc en fait, heureusement, il existe des solutions partielles à ces problématiques-là, notamment les organismes communautaires. Et aujourd'hui, je vais parler d'un de nos partenaires qui s'appelle Adaptavie, qui est un organisme communautaire dans la ville de Québec qui, lui, a pour objectif en fait, de rendre accessible l'activité physique. Donc en fait, ils font un super travail en post-réadaptation notamment pour faire cette transition des centres de réadaptation jusqu'au retour en fait, à la maison. Et ils essaient de sensibiliser le maximum de personnes qui ont des incapacités, mais pas seulement, des personnes âgées aussi, à la pratique d'activité physique, à ses bénéfices. Et ils ont toute une équipe de kinésiologues qui leur permet justement de diffuser leur offre de services. Mais malgré ça, ils n'ont pas de super pouvoir et malheureusement, ils n'ont pas un budget limité. Ils n'ont pas du coup l'environnement illimité, les kinésiologues illimités. Donc en fait, ils sont quand même limités dans leur capacité à répondre largement à cette problématique-là. Et de fait, ils sont venus nous voir. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle part vraiment d'une volonté directe de l'organisme qui nous a dit comment est-ce que la recherche pourrait nous aider à développer de nouvelles options, de nouvelles possibilités, bonifier notre offre de service en fait, pour en fait, pouvoir répondre et pouvoir proposer des thérapies physiques à un maximum de personnes. Donc nous, avec l'augmentation du temps d'écran, les nouvelles technologies en essor, etc., on s'est dit qu'il y avait peut-être une carte à jouer là-dedans. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les différentes technologies qui existaient. Et on est tombé sur la réalité virtuelle immersive. Donc il y a de plus en plus d'études qui utilisent cette technologie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il y a une technologie qui rend le temps passif en fait, qu'on passe devant les écrans en temps actif. Parce que pour participer aux différentes applications qu'on a, on est obligé de bouger. Alors on a testé tous les jeux. Et puis on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui pouvaient nous permettre de faire de l'activité physique. Mais on s'est aussi rendu compte en le testant qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas forcément adaptés au spectre des personnes qui avaient des incapacités physiques. Et ça, c'est une grosse problématique pour nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré d'Adaptavie, donc de leur expertise en activité physique, et aussi de l'expertise des membres du vécu de leur expérience, de leur incapacité, et de OVA, qui, eux, en fait, ont créé une plateforme qui s'appelle Stellarix, qui nous permet de créer, nous, non-développeurs, en fait, des applications de A à Z. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé, donc j'ai moi-même incorporé tous mes objets 3D, je les ai animés, puis j'ai permis aux personnes d'y jouer. Donc je ne les ai pas créés au hasard, on a questionné les personnes qui ont des incapacités, on a questionné les kinésiologues sur ce qu'ils aimeraient faire, comment ils aimeraient faire, quels sont les objectifs en activité physique, et de là, on a pu travailler différentes habiletés. Donc en fait, le but, c'est vraiment de donner la chance à tout le monde, même de leur redonner goût en fait, à l'activité physique, parce qu'il y en a beaucoup, de par toutes les barrières, ils n'ont plus le goût de faire de l'exercice parce qu'ils trouvent ça ennuyant, parce que ce n'est pas adapté. Donc nous, on est là du coup pour leur proposer du divertissement, mais du divertissement à travers lequel ils vont pouvoir améliorer leur santé, leur qualité de vie. Donc par exemple, là, une personne qui illustre très bien ça, c'est une personne qui était en triple flexion, hémiplégique, qui ne voulait pas bouger son membre atteint. Là, à travers le jeu, à travers un bonhomme qui vient lui botter une balle de soccer, on voit qu'en fait, sans même s'en rendre compte, il vient tendre complètement son bras, et en fait, il vient répondre à notre objectif, alors que lui-même ne s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est vraiment génial.
Et je pense que une des forces de ce projet-là, c'est l'adaptation. Là, une personne, comme on voit sur sa tête, qui est assez heureux de participer. Et je pense que ça représente bien aussi le fait que dans notre projet, on l'a implanté en fait dans l'organisme, et puis il y a 100% des personnes qui veulent continuer l'exercice, et qui ont repris goût à l'exercice, et qui reviennent même dans des thérapies traditionnelles. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant, parce que ça permet une bonne passerelle en fait, entre la réalité virtuelle, puis les activités physiques aussi, parce qu'on ne veut pas remplacer la thérapie traditionnelle, mais plutôt la compléter, venir diversifier l'offre. Et donc, par exemple, lui, en lui strappant les manettes sur les coudes, parce qu'en fait, il peut bouger juste ses coudes, eh bien, on est capable de le faire participer dans la seule activité qu'il n'a pas fait depuis une dizaine d'années, en fait. Parce qu'il vient dans les camps pour voir, pour discuter avec d'autres personnes, mais en fait, quand il s'agit du moment où on fait l'activité, il est tout le temps exclu, mis à la part. Et du coup, en fait, avec lui, on a même testé à domicile, voir comment, en fait, est-ce qu'on pouvait le faire participer, mais aussi socialiser avec les autres avec des jeux en multijoueurs. Et qui dit activité physique aussi dit dépense énergétique. Il y en a beaucoup qui voulaient se dépenser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des jeux de boxe. Là, c'était un monsieur qui voulait faire de la boxe depuis petit. Il n'a jamais eu l'occasion d'en faire parce qu'il n'y avait pas d'endroit adapté. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'adapter les manettes. On lui a strappé sur les mains. Et puis, même un fauteuil roulant, en fait, on était capable de le faire jouer, de le faire se dépenser. Et je pense que le point d'orgue du projet, c'est vraiment essayer de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce qu'étant donné qu'on est les maîtres de notre jeu, c'est nous qui créons l'activité. Mais en fait, on va être capable directement de mettre deux personnes en simultané qui n'ont pas les mêmes capacités. Donc même moi, même une personne saine pourrait jouer contre une personne qui a une incapacité. On calibre le jeu à ses compétences. Et en fait, ça fait que quand ils se retrouvent en simultané face à face, le jeu est adapté à leurs propres capacités. Ça fait qu'en fait, on essaye vraiment de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ça crée vraiment ce sentiment de compétence, ce sentiment d'appartenance avec les autres aussi. Et se dire que nous aussi, on est capable de gagner. C'est pas parce que dans la vie de tous les jours, on fait des activités et qu'on est tout le temps en situation d'échec qu'on est mauvais. C'est juste qu'on n'est pas forcément sur le même pied d'égalité que tout le monde. Et c'est quoi la suite de ce projet-là ? C'est se dire comment on fait. C'est quoi la finalité de notre projet ? Est-ce que c'est juste se dire bon, on a la connaissance donc c'est fini ? Ou est-ce que se dire nous on veut pérenniser le projet, on veut que ce soit utilisé à long terme ? Alors ce qu'on fait, c'est l'utiliser, créer des guides d'utilisation, que ce soit des capsules vidéo, des guides papier. Et ça c'est à la demande en fait de la clientèle directement. Pour ensuite on a commencé à faire des tests à domicile pour répondre à la problématique de transport, pour donner la chance à plus de personnes de pouvoir pratiquer une activité physique qui est adaptée à leurs capacités. Non, merci pour votre écoute, puis je vous écoute si vous avez des questions. C'est bon, allez-y. Franchement, je trouve que c'est un projet très intéressant. L'adaptation, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que aussi je viens du Maroc. Et en général, l'adaptation, on ne connaît pas ça beaucoup. Il y a des projets qui viennent et je vois en ce projet... vraiment, c'est intéressant parce qu'il ne coûte pas beaucoup, parce que ce n'est pas beaucoup de matériel, beaucoup de machines adaptées qui coûtent vraiment cher. Et moi, ce que je serais intéressée de savoir, c'est par exemple dans le cas de maladies neurodégénératives, comment évolue l'handicap ou comment il régresse avec ce genre d'activité-là. Alors, c'est ça, c'est... En fait, quand il y a des maladies neurodégénératives, c'est que ça va être vraiment différentiel d'une personne à une autre. Puis, en fait, l'avantage de ces jeux-là, c'est que peu importe, on a vraiment essayé de s'adapter à tout le spectre des incapacités physiques. Et l'avantage, c'est qu'en fait, déjà par l'activité, ils vont maintenir au maximum leur capacité, leur habileté. Donc déjà, c'est un premier point qui fait qu'ils vont régresser moins vite dans leur vie, ils vont être plus autonomes plus longtemps. Et en plus de ça, nos jeux, en fait, on a des jeux commerciaux, mais nos jeux customisables, l'avantage, c'est que c'est nous qui les faisons. Ça fait qu'en fait, on a une trame de suivi en fait, qui suit l'évolution des capacités de la personne. Et aussi, on est capable de comprendre, si la personne est moins bonne, on va juste faire le jeu un peu moins difficile. Donc en fait, les intervenants, on les a formés, puis ils sont capables eux-mêmes maintenant de prendre le casque, c'est du drag and drop en fait, l'application, et de venir juste modifier les cibles, les mettre plus proches, les mettre plus loin en fonction même de l'évolution, si on devient meilleur, et du coup de s'adapter à vraiment toutes les capacités, peu importe si vous régressez, si vous améliorez, etc. Attendez le micro, s'il vous plaît. Voilà, il est arrivé. C'est bon. Mais est-ce qu'il y a un outil de suivi vraiment avec des données pour vraiment voir l'évolution de... Oui. En fait, on a classifié différents niveaux. Okay. Et à partir de là, des différents niveaux, en fait, on est toujours capable de venir les modifier. Mais nos classifications, elles restent les mêmes. Et puis, en fait, on a comme une fiche de suivi où, en fait, grâce au jeu, on a des suivis de scores, des suivis de temporalité qui nous permettent d'avoir, en fait, des scores, de pouvoir quantifier la performance de la personne et de pouvoir faire un suivi de ses performances au fil du temps. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. On arrive vers vous. Retour, la valse des micros. Voilà.
Merci, c'était super intéressant comme présentation. Je me demandais, c'est pas si cher que ça non plus, comme un peu ça a été abordé, les MetaQuest, c'est comme autour de 500-600 $, je pense. Là. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y aurait des genres de subventions offertes aux personnes à mobilité réduite ou des choses comme ça? Parce que pendant votre suivi, j'imagine que anyway, c'est pas eux qui l'achètent, puis c'est par le centre que c'est un peu loué et prêté, mais j'imagine que c'est des genres de choses que, même de bouche à oreille, sans que tout le monde se rende à votre centre, ça pourrait être « Eh bien, moi, je connais ça, puis ça fonctionne bien, il y a un programme de financement. » Je ne sais pas si ça existe déjà, parce que c'est pas si nouveau non plus, la réalité virtuelle. Ben, c'est vraiment très pertinent comme question. Mais en fait, ce qu'on a, c'est que nous, dans le cadre du projet, c'est la subvention qui a fourni les casques. Mais le premier point, c'est que du coup, il y a un laboratoire vivant qui s'est créé dans l'organisme communautaire, ce qui fait qu'en fait, tout le matériel qu'on a acheté pour le projet, on le partage avec eux. Donc déjà, il va y avoir on est en train de réfléchir à des mises en place de prêts de casques aussi, pour qu'ils puissent le mettre à domicile. Donc prêter les casques que nous, à la recherche, on prête à l'organisme. Mais aussi, par exemple, dernièrement, là, on a participé, j'ai participé à... On a demandé une demande de fonds à TELUS, qui a offert 10 000 $ aussi pour l'implantation à l'organisme directement, sans passer par la recherche, pour justement l'achat des nouvelles technologies. En fait, il existe quelques petites bourses comme ça. Puis je pense que c'est vraiment aussi ce qui aide le plus, c'est vraiment cette collaboration. Puis c'est le laboratoire vivant qui fait qu'en fait, il y a une collaboration perpétuelle entre la recherche puis l'organisme. Ce qui fait qu'en fait, la seule solution, c'est pas que les gens achètent leur casque d'eux-mêmes, c'est même juste qu'en fait, ils participent à l'organisme, et puis même s'ils ne peuvent pas s'y rendre, on va leur prêter des casques. Puis on va faire en sorte que cette barrière financière-là, elle n'existe pas vraiment. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a une question ici. Il y en a par là, sinon... Oui, OK. Ouais, c'est bon. Excellente présentation. Vous avez parlé qu'il y a plusieurs milliards de personnes qui ont des différentes difficultés de mobilité dans le monde. Est-ce qu'il y a des plans d'expansion avec ce projet-là pour peut-être aller voir dans d'autres centres, d'autres institutions, pour pouvoir aller chercher ces gens-là qui sont plus loin, ailleurs au Canada ou dans le monde? Ouais, c'est très pertinent. Oui, mais c'est sûr que moi, je fais une maîtrise, donc dans la temporalité de la maîtrise, non. Mais en fait, il y a beaucoup de perspectives de suite dans ce projet-là. Donc déjà, il y a la mise en place à domicile, où là, on a fait une petite étude pilote avec 4 participants, mais aussi le but, c'est d'aller essayer de chercher des gens en région aussi pour essayer de tester est-ce que cette problématique de transport, on peut la résoudre. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus de ça, on collabore avec... moi, du coup, j'étudie à l'Université Laval à Québec, mais on collabore avec le CHU Sainte-Justine à Montréal, notamment, où là, on collabore avec beaucoup de chercheurs, et en fait, on utilise nos jeux, on leur partage aussi. En fait, on est vraiment ouvert à partager nos jeux, pour déjà essayer de l'implanter dans un milieu pédiatrique aussi. Moi, je travaille dans un IRDPQ pédiatrique aussi. Donc, le but du jeu, en fait, c'est que ce projet-là, les connaissances qu'on a acquises, les jeux qu'on a faits, etc., on essaye en fait de les envoyer, de les partager à un maximum de centres pour les tester au plus d'endroits possible et pour faire en sorte que, justement, on puisse propager un peu cette offre de service.